Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici arrivés donc avec notre dernier travail d'Hercule. Ce n'est pas le dernier dans la série, mais pour nous, ça va être le dernier, étant donné que nous avons vu les 3 derniers vrais au début de l'année. Le thème qui recouvrait le travail d'Hercule, c'était « Où va le monde ?» Et on peut répondre d'une manière un peu plus précise, peut-être maintenant qu'on a vu tout cet ensemble, en disant, en fait, le monde, il va là où nous le conduisons. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui, mais alors là, c'est la catastrophe, parce que si le monde va là où nous le conduisons, il y a des tas de gens qui le conduisent vraiment, vraiment là où il ne faut pas, qui le conduisent vraiment là dans le négatif. Oui, mais ça, c'est absolument naturel. Il faut arriver à se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde actuellement qui sont encore dans l'involution, pour qui le but de la vie, c'est encore justement la construction du moi, la mise en place de l'ego, et par conséquent, l'égocentrisme et l'égoïsme est leur but. Donc c'est tout à fait normal qu'ils emmènent le monde là-dedans. Mais heureusement, les gens qui sont dans l'évolution et qui cherchent à sortir de cet égoïsme amènent le monde beaucoup plus donc vers une autre chose, vers des qualités fondamentales. Mais malheureusement, le problème, c'est que les gens qui cherchent à mener l'évolution sont extraordinairement maladroits. Nous sommes, parce que je me mets dedans, nous sommes véritablement maladroits par rapport à ça. Alors que les gens qui conduisent l'involution, les gens qui conduisent le monde vers l'égoïsme, sont remarquablement performants. Vous avez remarqué, il y a pas de... Là, ils font très très bien. Ça, alors là, on descend bien, là, vraiment, à tous les niveaux. Ça marche très bien. Et nous qui essayons de dire, bon, bah, faut peut-être se sortir de là, on est remarquablement maladroit ou quelquefois inefficace, parce qu'on ne sait pas exactement comment il faut faire. On ne sait pas s'y prendre. Ou très vaguement, mais pas d'une manière assez précise. Les travaux d'Hercule sont en quelque sorte un manuel de savoir-vivre l'évolution. Ce sont 12 étapes qui racontent à l'humanité, du moins à tous ceux qui passent dans l'évolution, parce que les travaux d'Hercule ne sont d'aucune utilité pour ceux qui sont dans l'évolution, à ceux qui veulent évoluer, disent, ben voilà, si vous voulez vraiment participer à l'évolution du monde, si vous voulez conduire le monde vers son évolution, voilà comment il faudrait s'y prendre. Voilà quelles sont les astuces. Il y a un certain nombre de choses à savoir, c'est ce qui nous permettrait d'apprendre à passer notre permis de conduire le monde. Il faut que tous ensemble, on ait un certain nombre de repères, un certain nombre d'apprentissages, de manière à ce qu'on puisse conduire le monde véritablement vers son évolution. Alors, voyons ce que ça donne d'une manière très, très rapide. Hein, c'est pour vous donner juste un petit panorama de ce qui s'est passé cette année. Nous avons donc commencé, pour bien garder le rapport avec les signes astrologiques, avec le 10e, 11e et 12e travail d'Hercule. Donc on a commencé par le but, on a commencé par voir un Hercule triomphant, devenant un initié, un maître de sagesse et conduisant l'humanité donc véritablement vers son évolution. Et puis on s'est posé la question, mais au fait, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et nous avons, à partir du mois de mars, on a commencé donc le premier travail d'Hercule en rapport avec l'énergie bélier. C'est intéressant de les voir par saison, parce qu'il y a un thème de saison. On a commencé par voir les 3 travaux du printemps. On pourrait dire que ce sont 3 travaux qui indiquent les bases fondamentales de toute personne qui cherche à évoluer. Les 3 bases fondamentales. La première, c'est comment arrêter ou tenter d'arrêter de penser d'une manière négative. Le premier enseignement, lorsque Hercule essaye d'attraper les cavales de Diomède, les chevaux sauvages de Diomède, c'est tout simplement pour nous signifier que la première chose à faire avant d'avoir des ambitions spirituelles, d'amour, etc., c'est arrêter de penser mal. Trouver une certaine innocuité, maîtriser nos chevaux sauvages de la pensée, parce qu'avec ça, nous faisons énormément de dégâts. Deuxième travail avec le taureau en Crète, la deuxième chose à faire, c'est vous rendre compte aussi de la problématique du désir. Et dans le monde actuellement, c'est pas une problématique tout à fait fondamentale. Et là où nous mènent nos désirs et comment venir à bout de nos désirs et comment transmuer nos désirs. Deuxième travail. Et enfin, troisième travail, en allant chercher les pommes du jardin des Hespérides, Hercule apprend que le but de cette recherche, le but de cette évolution, ça doit être de servir l'humanité et non pas d'acquérir une sagesse personnelle. On voit comment Hercule il s'égare pendant très très longtemps à chercher comme ça la sagesse pour lui-même. Voilà donc quels sont les 3 premiers aspects, les 3 premiers travaux qu'on pourrait dire un peu basiques. Attention, on arrête de nuire du point de vue de la pensée, on essaie de transformer la notion de désir, et surtout on se souvient que la recherche doit être motivée pour le service de l'humanité et non pas pour une ambition spirituelle personnelle. Et puis on est passé dans les 3 signes d'été. Et là, les 3 signes d'été, on pourrait les intituler la recherche de l'être. Là, on va un petit peu plus loin, une fois qu'on a passé ces 3 bases,
On a vu Hercule essayer d'attraper la biche de Cérinée. Et à travers cette histoire de la biche de Cérinée, c'était toute l'histoire de l'être. Qui sommes-nous en tant qu'humains? Est-ce qu'on est instinct? Est-ce qu'on est intellect? Est-ce qu'on est intuition? Est-ce qu'on est âme? Est-ce que... ouais. Et donc Hercule a fait cette recherche pour découvrir que fondamentalement, nous sommes âme divine. Et à partir de là, s'est posé le problème, oui, mais alors si on est âme divine, quel conflit avec la personnalité que nous sommes? S'il y a une volonté globale, quel conflit avec notre propre personnalité individuelle? Et ça a donné le lion, le combat contre le lion de Némée et la transmutation qu'il a fallu faire justement à ce moment-là. On avait déjà deux éléments fondamentaux, nous sommes âme, mais aussi nous sommes personnalité, et la personnalité va devoir s'effacer progressivement par rapport à l'âme. Et enfin, troisième signe d'été, en rapport avec la Vierge, nous avons vu un Hercule se confronter à ces deux aspects, âme, personnalité, esprit, matière, conscience, forme, à cette dualité intense, intérieure, externe, à travers la relation avec Hippolytée, la reine des Amazones. Comment relationner avec quelqu'un d'autre? Quelle est la relation juste? Homme-femme, la loi des polarités telle que nous l'avons étudiée. Et à travers cette polarité externe, notre propre polarité, âme, personnalité, comment dans le quotidien réussir à mettre ensemble deux choses si différentes que ça. Et on a vu comment Hercule s'est un peu trompé en tuant Hippolytée, puis il s'est rattrapé en sauvant Hésione. Mais vraiment, on a eu tout un processus là, très intéressant et qui clôturait l'été avec cette grande question, l'être, soi-même, le rapport aux autres, à l'autre. Alors on pourrait dire, mais on avait vu qu'à propos justement de la Vierge et de ce rapport difficile à l'autre, la loi des polarités, la loi des sexes, on a vu que finalement c'était un petit peu là où on en était, nous, l'humanité évoluée en ce moment. Oui, on avait vu qu'effectivement c'est un problème qui nous est très présent actuellement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une numérotation. C'est vrai qu'il y a les trois travaux de base, et puis après il y a ceux qu'on vient de voir, puis il y en a d'autres après. Mais est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont basiques, c'est fini, c'est derrière nous, il n'y a pas à y revenir? Non, pas vraiment. Ne pas être du tout dans la négativité des pensées, on le sait, on l'a compris, on l'a détaillé. Mais est-ce que vraiment dans le quotidien, ça ne nous arrive plus jamais? Le désir, on a compris à quel point le désir était catastrophique et combien ça nous emmenait en bas et comment il fallait transmuter le désir. On l'applique au quotidien, tout le temps, bon, voilà, etc., etc. Donc on pourrait reprendre chaque travail en se disant, mais finalement, on les a peut-être un petit peu développés chacun, mais pas complètement, évidemment non. Tout ça, finalement, est une proposition de spirale évolutive. C'est vraiment une véritable spirale qui fait qu'on commence à faire un peu ces trois travaux, et puis les trois après, et puis après, bon, on va faire peut-être ceux qui suivent. Mais pour revenir à un point de départ, on nous dira, bah maintenant, peut-être que vous vous rendez compte que ce premier travail, là, des chevaux avec la pensée, ça va plus loin que vous ne le pensiez, il faudrait peut-être le retravailler, et puis le désir aussi, et puis le service, etc. Et donc, finalement, on est amené à revisiter constamment, finalement, ces travaux, parce que à chaque fois, on est invité à pénétrer plus profondément dans le vécu de ce qu'il représente. Donc c'est pas fini une bonne fois pour toutes. Ça c'est une espèce d'évidence. On va en reparler d'ailleurs justement tout à l'heure à propos du travail qui va nous occuper aujourd'hui. On pourrait dire qu'en entrant dans les trois signes d'automne, là on est à moitié des travaux, on rentre dans le 7e, et là c'est un engagement supplémentaire. Quand on rentre dans les signes d'automne, on sent qu'on a choisi déjà dans notre vie de laisser beaucoup plus de place au monde de l'âme, au monde des autres, au monde du global, plutôt qu'au monde personnel et individuel. C'est un engagement très net. Une fois qu'on a commencé à travailler les trois signes basiques, on a commencé à résoudre un petit peu la notion d'identité fondamentale de ce que nous sommes, on entre vraiment dans ces trois signes d'automne pour se confronter à des choix cruciaux. Et le premier choix, nous l'avons vu avec Hercule, c'est le moment où il se confronte au centaure, à boire ou ne pas boire. Et puis, alors qu'il devrait aller chercher le sanglier, on a vu comment finalement il essaye de maîtriser la nature animale en lui, mais que c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça qu'on avait intitulé cette conférence Tout bascule, parce qu'au moment donné où il choisit, véritablement c'est une bascule dans la vie. La vie n'est plus du tout la même. Les priorités ne sont plus du tout les mêmes. Le mois dernier, on a continué avec cette leçon extrêmement importante, à savoir, face à tout ce qui se passe de négatif dans le monde, comment pouvons-nous combattre tout ça? Comment réussir à aller au-delà de tout ce qui ne fonctionne pas? Comment, même nos propres défauts, en nous, à l'extérieur, comment combattre tout ce qui ne va pas? Et on avait vu qu'il faut surtout pas combattre ce qui ne va pas, mais qu'il faut élever les choses donc dans la lumière. Ça, c'est une clé fondamentale. Naturellement, là aussi, on ne peut pas dire que c'est résolu une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'il faudra revisiter. Et là, nous arrivons au 9e travail, fin d'automne. Et là, on peut dire que finalement, Hercule va devenir un sage.
Vous allez le voir dans ce travail, Hercule ne fait pas d'erreur, contrairement à ce qu'il a pu faire auparavant. Non, non, il va directement au but. Il sait très rapidement ce qu'il faut faire et la manière d'agir. Donc on voit vraiment une évolution certaine depuis les premiers travaux. Hercule va devenir un sage, et le fait de devenir un sage va lui permettre, comme je le disais un petit peu au début, attaquer les 3 travaux divers qui sont la fin, qui sont le but de l'humanité, en allant délivrer Prométhée aux enfers, en étouffant Cerbère, montrant ainsi sa responsabilité pour arriver à délivrer l'humanité de son émotionnel. En purifiant les écuries d'Augias, il démontre comment tout disciple, toute personne qui laisse passer quelque peu la lumière et l'amour participe à la purification de l'humanité. Et puis en ramenant le troupeau de bœufs de chez Gérion, en lui faisant faire un immense voyage depuis le sud de l'Espagne, en passant par la Gaule, l'Italie, remonter l'Italie et redescendre en Grèce, en ne perdant aucun animal, malgré toutes les vicissitudes qu'il a pu rencontrer, montrant ainsi son pouvoir de sauveur. Il faut dire qu'on a 12 étapes fondamentales, et que ces 12 étapes fondamentales sont 12 savoir-faire. Il faut vraiment les prendre comme ça. Des savoir-faire qui sont toujours intéressants dans notre vie. Alors, on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'on a une séquence comme ça régulière, mais à chaque fois qu'on vit quelque chose dans notre vie, on pourrait très très bien et très facilement le relier à telle ou telle problématique, à tel ou tel travail d'Hercule, et donc à telle ou telle solution. Et ça qu'il s'agisse de nous-mêmes, en individuel, ou bien de l'humanité. Aucun problème de ce que nous vivons actuellement au niveau mondial, au niveau sociétal ou au niveau personnel n'échappe à l'un ou l'autre des travaux d'Hercule. Aucun. C'est ça qui est complètement magique, c'est que finalement, à l'heure actuelle où on essaye souvent de développer plein de méthodes psychologiques pour se comprendre, etc., et c'est très bien, on en a parlé justement le mois dernier, c'est intéressant de voir que ces enseignements qui datent de 5 ou 6 000 ans, finalement nous présentent toujours des archétypes fondamentaux, des façons de développer justement l'évolution, et comment nous, si on s'inspire de ça, on apprend de plus en plus à être performant dans notre bonne volonté à aider le monde. Parce que la bonne volonté à dire, allez, il faut que ça évolue, il faut que ça bouge, c'est terminé, le monde ancien c'est fichu, ou bien à critiquer, ou à combattre, ou à dire, mais il n'y a qu'à, mais il faudrait que, mais les politiques ceci, les politiques... Non, non, non. Ça, il faut vraiment qu'on prenne bien les modalités d'Hercule et dire, comment fait-on? On veut participer à l'évolution, ben voilà, il y a tel travail, tel système, et si on veut vraiment être efficace, il faut en tirer les conséquences pour nous-mêmes. Voyons ce 9e travail d'Hercule. L'instructeur appelle Hercule et lui dit, il est temps pour toi maintenant Hercule de passer la 9e porte. Tu vas voir, à une certaine distance de là, il y a un grand lac qu'on appelle le lac Stymphale. Et sur ce lac Stymphale, il y a une partie effectivement donc d'eau, puis il y a beaucoup de marais. Et dans les marais du lac Stymphale, des oiseaux se sont installés depuis longtemps, et ils envahissent absolument tout, et ils empoisonnent absolument tout. Tu verras en y allant, il y a 3 gros oiseaux extraordinairement destructeurs, vraiment dangereux. Ils sont énormes. On dit que les plumes, quand elles tombent, c'est comme du métal, ça s'enfonce dans le sol, ou bien sur les pauvres personnes qui sont effleurées par ces plumes. Ils ont des becs d'une dureté extraordinaire, comme du métal, si bien qu'ils percent tout ce qu'ils veulent. Ils ont la déplorable manie d'attaquer toute personne, tout pêcheur, ou qui voudrait s'approcher du lac, et donc ils foncent dessus et ils les tuent. Et puis tu verras, il y a aussi une foultitude d'autres oiseaux qui n'attaquent pas, mais qui sont tellement nombreux, ils se sont tellement installés là depuis longtemps, qu'ils ont chassé depuis longtemps tous les autres oiseaux. Ils sont chez eux, il n'y a plus qu'eux. Et quand ils s'envolent, en masse, ils sont tellement nombreux, sombres, ça fait comme une éclipse de soleil. C'est comme s'ils voilaient complètement le soleil, on ne voit plus rien. Hercule, veux-tu aller débarrasser le lac de ces oiseaux? Trouve le moyen de les chasser. Trouve le moyen de fait que le lac Stymphale retrouve sa sérénité. Nous pouvons peut-être te donner une indication. Tu trouveras la solution grâce à la lumière qui brille au-delà du mental. La lumière qui brille au-delà du mental. Bon, ok. Hercule y va. Et dès qu'il arrive au lac Stymphale, effectivement, ça ne manque pas. Les 3 gros oiseaux lui fondent dessus. Voilà, et il l'attaque. Hercule, naturellement, n'est pas du tout impressionné. Mais il n'est pas non plus décidé à faire un carnage. Donc ces oiseaux, ils sont là. Il esquive un oiseau, simplement avec sa massue, quand même, un coup sur le dos. 2e oiseau, 3e oiseau. Ils ne sont pas tués, mais ils sont quand même un peu secoués, les oiseaux. Ils repartent un peu estropiés. Et du coup, ils se rendent compte que c'est pas du tout la même chose que les voyageurs habituels qu'ils tuent. Et donc là, ils n'y reviennent pas et ils s'enfuient.
ces 3 gros oiseaux, ça y est, c'est réglé. Mais Hercule se rend compte très très vite que le problème, c'était pas ces 3 gros oiseaux, c'était juste comme ça une entrée en matière. Il se rend compte que la vraie problématique à laquelle il est confronté, c'est cette multitude d'oiseaux. Il voit pas comment les chasser. Il essaye d'entrer dans le lac, mais il y a des endroits tellement marécageux que la barque ne peut pas avancer. Alors il essaie d'y aller à pied, mais c'est quand même trop aqueux, donc il ne peut pas non plus y aller. Donc il reste un petit peu sur le bord, il ne voit pas comment. Alors il essaye bien d'effrayer un peu les oiseaux, mais il s'envole et puis bouf, il se repose aussitôt ailleurs, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Comment faire? Et il se rend compte que lui, en tant que personnalité, il n'a pas les moyens. Il ne voit pas du tout comment il va réussir à chasser ces oiseaux. Comme on en est au 9e travail, et que maintenant il a quand même acquis, comme je disais, de la sagesse, il sait qu'il y a forcément une solution, mais que la solution ne vient pas de lui. La solution elle est à trouver ailleurs. Alors il va méditer. Il va s'asseoir longuement, en silence, et à partir de là, à un moment donné, la déesse Athéna, qui l'a de temps en temps aidé à travers les travaux, lui apparaît et lui donne une paire de cymbales en bronze. Et là, Hercule sait immédiatement ce qu'il a à faire. Alors il va monter sur une petite éminence, une petite colline là, qui surplombe le lac, et il va faire résonner ses cymbales. Wow. Un son absolument incroyable, jamais entendu avant. Un son d'une intensité, d'une profondeur, d'une puissance, quelque chose d'une harmonie qui va complètement stresser tous les oiseaux, qui naturellement, surpris, s'envolent. Mais bon, un peu comme Hercule l'a pu le faire. Et puis ils s'envolent en masse, et puis ils vont un petit peu plus loin, et ils s'apprêtent à se reposer. Mais Hercule, à ce moment-là, à nouveau, fait ses cymbales. Et à nouveau, si bien à tel point que les oiseaux sont complètement paumés, désorientés. Ils ne peuvent pas rester là, ils ne peuvent plus se poser. Ils se rendent compte que ces sons pénètrent en eux complètement. C'est presque une tendance à les désagréger, comme si c'était quelque chose qui les détruisait. Et donc ils sont totalement pétrifiés par rapport à ça. Et ils n'ont qu'une solution, c'est de partir. À force d'entendre ces sons, ils ne songent même pas d'ailleurs à partir en vol unique. Ils s'égayent dans tous les sens, ils partent dans tous les sens et ils se répartissent partout dans les régions où ils ne causent plus de dégâts puisqu'ils ne sont plus en masse. Hercule revient voir son maître et il lui dit mais bravo, très bien. Effectivement, les oiseaux sagesse vont pouvoir maintenant revenir au bord du lac et tu as accompli ta mission. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, à propos des oiseaux. Les oiseaux sont un symbole très intéressant parce que ça a toujours symbolisé l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc les oiseaux signifient tout simplement qu'ils ont la parole de Dieu et qu'ils nous la transmettent. Voilà pourquoi ils ont souvent servi à de la divination. Donc vous aviez par exemple, chez les Romains, vous avez ce qu'on appelle les hospices, avec un AU, pas avec HO. Les hospices, étymologiquement, ça veut dire l'observation des oiseaux. Et les hospices, c'était des gens qui étaient spécialisés dans l'observation des oiseaux et le vol des oiseaux par rapport à des figures géométriques qui se traçaient sur le sol. Il y avait des bons hospices, des mauvais hospices, etc. Donc c'était des présages. Et donc on décodait le langage des oiseaux. Et à partir de là, on s'est dit, mais c'est vrai que les oiseaux sont forcément porteurs d'une parole plus subtile. C'est pas la parole du sol. Parce que c'est comme si eux, ils sont proches, suffisamment proches de Dieu, ils peuvent nous transmettre certainement des bonnes paroles. À tel point que lorsque plus tard, arrivé par exemple au Moyen-Âge, lorsque victime de l'Inquisition, qui brûlait facilement, ou de tous ceux qui n'étaient pas très très chrétiens, tous ceux qui faisaient de l'ésotérisme, tous ceux qui réalisaient par exemple de l'alchimie, ils ont dû se cacher, ils ont dû finalement inventer un langage secret, de manière à pouvoir transmettre un certain nombre de choses sans que ça attire trop l'attention de l'Inquisition, qui était terrible. Ils ont inventé ce qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est une langue qui finalement se servait des mots tels qu'on pouvait les employer tous les jours, à travers de la poésie, à travers des textes qui pouvaient apparaître quelquefois sans aucun sens. Mais le secret, c'est que finalement, il fallait pouvoir entendre les choses différemment. Il faut arrêter de se fier à l'écrit pour entendre l'écrit. Il faut arrêter de se fier à l'écrit, et CRIT, pour entendre l'écrit des oiseaux. On semblait écrire des choses tout à fait banales, puis à travers ce qui était écrit, si on l'entendait phonétiquement, si on pouvait percevoir autre chose. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent, plus légères, sont plus en rapport justement avec une capacité d'abstraction. Et à travers la forme apparente très, très ferme des écrits, on pouvait arriver à entendre quelque chose d'autre. Et donc beaucoup de choses se disaient à travers ça. Et donc la langue des oiseaux, c'est une manière subtile finalement de dire avec des mots
concret, peut-être d'autres choses et d'entendre autre chose à travers ce qui est dit. C'est un très 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 beau symbole, on va en reparler. Est-ce que c'est cette langue-là que parlent nos oiseaux et que chasse Hercule? Ah non, pas du tout. Ah non. Quand je parle tout à l'heure des oiseaux sagesse qui ont été chassés par ces oiseaux-là, eux, ils sont véritablement ceux que les hospices regardent. Ce sont vraiment des oiseaux qui peuvent transmettre quelque chose d'autre. Mais ceux-là, ils ont été chassés par les trois gros et puis par la multitude des petits. Pour l'instant, sur le lac, il n'y a pas ça. Non, ces oiseaux, ce sont aussi des intermédiaires. Ils vont aussi nous faire passer un langage, mais ils ne nous parlent pas du ciel, ils nous parlent de nous. Ils sont sur un marais. L'eau, c'est le symbole du corps émotionnel. Là aussi, pour parler du langage des oiseaux, le marais cage, l'enfermement à l'intérieur de ça. Comment nous sommes souvent enfermés dans notre propre marais cage. On a des émotions, des affectifs, des désirs. Et tout ça, ça nourrit notre mental, tout ça, ça nourrit notre pensée. Bon, et à partir de là, c'est vrai qu'on n'a plus tellement la possibilité de percevoir ce qui est plus subtil, tellement on rumine à l'intérieur de ce processus. On va voir ça en détail. Donc ces gros oiseaux, ils ne nous parlent pas du tout, et ces multiples oiseaux, ils ne nous parlent pas du tout du ciel, ils nous parlent de nous, c'est la projection de notre émotionnel. Quels sont ces trois gros oiseaux? Ces trois gros oiseaux qui vont attaquer Hercule, ils vont nous parler tout de suite des pensées négatives. Ce sont les trois sortes de pensées négatives fondamentales. Là, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça? Ah oui, on vient d'en parler. On a vu ça dès le premier travail. Dès le premier travail, Hercule devait attraper les chevaux fous, les chevaux de la pensée, pour arriver à maîtriser pensée et parole. Et ben, pourquoi est-ce qu'on nous remet ça au 9e travail? La spirale dont je parlais tout à l'heure. C'est pour nous faire souvenir que pour Hercule, ça n'est d'aucune difficulté. On voit comment il esquive ces trois gros oiseaux, un petit coup de massue comme ça pour les faire partir, mais ça n'est aucun problème. Non, non, la difficulté d'Hercule, c'est les petits oiseaux. Mais nous ne sommes pas Hercule. Il est possible que pour nous, arriver encore au 9e travail, les trois gros oiseaux soient encore une difficulté. Et oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut revisiter sans cesse ces travaux, donc parce qu'on n'a jamais fini. Je ne vais pas refaire la conférence du mois de mars qui s'appelait Guerre ou paix. Il faut choisir. Parce que c'était ça finalement, nos pensées sont porteuses de guerre ou de paix et qu'il faut vraiment qu'on choisisse. Je vais vous redonner juste un petit aperçu pour vous remettre ça en mémoire et redonner bien le sens de ces trois gros oiseaux. Le premier gros oiseau, donc en tant que pensée négative, c'est ce qu'on appelle le parler de soi. Parler de soi, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte presque tout le temps. On parle de soi, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on va faire pendant les fêtes, de ce qu'on va faire pendant les vacances, le week-end. Même quand on pose la question, ça va, comment tu vas? Alors on peut le faire naturellement très, très sobrement, comme on peut le faire quelquefois en s'étalant sans s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on parle de soi? Parce qu'on est très important à notre vue. Nous sommes tellement importants que finalement, c'est normal qu'on parle de nous sans arrêt. Et on avait vu combien nous sommes tellement obsédés par nos propres systèmes de pensée que c'est un peu comme si on avait des casques à visière qui nous font voir le monde toujours de la même manière. Si on y regarde bien, nous on ne se dirait pas du tout obsédés. Et pourtant, si on regarde de plus près, c'est incroyable de voir combien nous vivons dans notre propre monde de pensée, dans notre propre bulle de pensée. Il n'y a pas véritablement souvent de surprise. On est sans arrêt toujours avec les mêmes goûts, les mêmes pensées, les mêmes théories, les mêmes principes, les mêmes critiques, les mêmes jugements, les mêmes commentaires sur le monde. Commentaires. En 2 mots. Eh oui, commentaires, les commentaires. Donc on est pris par ça, et naturellement, comme c'est un trop-plein en nous, on en parle beaucoup. Naturellement, comme nous sommes importants et que du coup on parle beaucoup de ce qu'on fait, de ce qu'on est et de ce qu'on a, le deuxième gros oiseau, c'est parler des autres. Parler des autres, ça amène souvent à la critique. Parce que les autres, ils sont bien, mais il faut quand même, oui, par rapport à nous quand même, pas photo, donc il y a quand même toujours des petits défauts. Donc critique, médisance, calomnie, on avait détaillé tout ce processus. Naturellement, on pourrait dire, oui, mais on peut parler de l'autre en bien. La critique, c'est positif et négatif, absolument. Mais il faut bien se rendre compte combien parler de l'autre, c'est juger l'autre. Et donc, ce n'est pas une relation juste. C'est mettre un goût, une appréciation par rapport à l'autre. Ça n'est pas le prendre en compte tel qu'il est réellement, sans jugement. Donc, de toute façon, parler de soi, parler de l'autre, ça ne va pas. Ça fait partie des choses négatives. On ne se rend pas compte de ce que ça fait, parce qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de la pensée, mais je vais en reparler. Et puis enfin, le troisième élément, c'est comme ce qui est important pour moi, c'est forcément important pour l'autre, c'est vouloir convaincre.
Vouloir convaincre, vouloir convertir, vouloir expliquer, vouloir amener l'autre, etc. Ah mais tu devrais ceci, tu devrais lire ça, tu devrais faire ça. Bon. Alors qu'on n'en est pas forcément là. Mais oui, tout ça, c'est toujours la même histoire, ça vient du même problème, moi. Moi, comme je suis important à mes yeux, comme je parle de moi, si je parle des autres, c'est forcément en moins bien. Et pour que les autres, ils arrivent un petit peu près à mon niveau, il faut que je leur refile toutes mes recettes et que je leur dise et que je les convainque de faire ceci ou cela. Donc vous voyez, finalement, on a bel et bien un seul et même point commun à ces trois gros oiseaux, c'est leur cri. Le cri de ces gros oiseaux était épouvantable, hein, Hercule le décrit, ça faisait quelque chose comme moi, 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 moi. On a des enregistrements de l'époque, hein, c'est impressionnant. Eh ouais, je suis au centre, c'est moi, et donc dès que je parle de moi, je pense de moi, ben c'est forcément quelque chose de complètement négatif, c'est les paroles destructrices. On l'avait signalé au mois de mars, ça paraît un petit peu exagéré quand on dit ça, mais bon, parler de soi, ça c'est pas bien grave. Parce qu'on ne se rend pas compte du pouvoir du mental, même associé à la parole. Autrefois, c'est vrai que les gens n'avaient pas une concentration comme ils ont maintenant. Le mental n'avait pas la puissance qu'il a maintenant. Mais il faut bien se rendre compte que maintenant, et dans les années, les dizaines d'années qui vont venir, même les siècles, ça va devenir quelque chose de terrible. Parce que vraiment, il y aura même des batailles de mental. Parce qu'on a un tel pouvoir avec ce mental et avec le pouvoir de la parole, que vraiment on aura le pouvoir de mettre en place certaines choses. Par nos pensées, par nos paroles, nous établissons des relations avec le monde, avec les autres ou pas. On construit des murs quand on parle de soi et on ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui est l'équivalent, on pourrait dire, du pouvoir d'Harry Potter. Pour arriver à faire de la magie, il faut d'abord une pensée forte. Il faut bien se concentrer sur ce qu'on veut faire. Ensuite, il faut avoir un mot magique. Et enfin, vous pensez, vous avez le mot magique, et un petit coup de baguette magique, en disant le mot, plouf, et ça fait l'effet. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est Harry Potter, c'est du roman, c'est la sorcellerie, enfin, ça n'existe pas. Si, ça existe, et sans baguette magique. C'est ce qu'on fait tous les jours. Naturellement, il y a beaucoup de moments dans le quotidien où nous avons des pensées très vagues. Celles-ci n'ont pratiquement pas de pouvoir. Ok. Mais il y a des tas de moments où, parce qu'on est touché émotionnellement, parce qu'on a un fort désir ou un fort affect, et qu'à partir de là, on a une pensée très très précise sur ce que l'on veut. Pour peu qu'on double cette pensée très précise de paroles, et on insiste, et on veut dire, et je veux dire ça, et je réclame ça, ben c'est sûr que là, on a les deux aspects, ça veut dire on a la pensée et on a la parole, la puissance de matérialisation de la pensée. Et il n'y a pas besoin de baguette magique. Parce que ce qu'on va ainsi penser, avec cette parole, eh bien, ça matérialise. Alors, naturellement, ça ne matérialise pas sur des effets physiques, comme dans Harry Potter. On ne peut pas arriver à faire voler un balai ou à faire transformer des choses comme ça. Mais ça a un effet intérieur, sur notre psychologie, sur celle des autres, sur la conscience. Et donc, il faut se rendre compte que le pouvoir de la pensée associé à le pouvoir de la parole a un pouvoir fondamental sur tout ce que nous vivons. On pourrait dire que la planète, actuellement, elle est telle que nous la pensons. Elle est telle que nous la parlons. Et qu'il n'y a pas besoin de baguette magique. Alors on peut dire, mais pourtant, moi, je ne vois pas trop les choses se transformer. Parce que le temps que ça se réalise est beaucoup plus long. Ce n'est pas instantané. Mais quand on a certaines pensées et que c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, ça se réalisera automatiquement. Ça pourra prendre quelques mois, quelques années. Ça pourra même se passer dans une autre vie. Donc on subira dans une autre vie le résultat de formes pensées qu'on a fait dans une vie précédente et dont on ne veut plus. Ah, trop tard, tu as fait la forme pensée, tu l'as. Donc il faut bien se rendre compte que c'est le pouvoir de l'avenir. C'est le pouvoir du présent, déjà maintenant, et que c'est rien à côté de ce que ça va devenir quand l'humanité va devenir de plus en plus une puissance mentale capable de connaître de plus en plus le pouvoir de la parole, du slogan, regardez dans la publicité, qui connaît bien ce processus. La parole magique avec l'idée magique associée au son, à l'image, ils connaissent ça par cœur. Autant les oiseaux sagesse nous parlent du monde divin, autant ces oiseaux-là nous parlent que de nous. Ils sont porte-parole de nous-mêmes et de notre émotionnel, de tout ce qu'on a envie. Et ça, ce sont les formes pensées négatives. Naturellement, Hercule, en étant arrivé à ce niveau de sagesse, montre qu'il n'est absolument pas touché par ça. C'est simplement, ça c'est surtout pour nous. C'est un petit rappel pour nous. Ça nous montre qu'effectivement, les travaux sont à considérer en spirale évolutive et que souvent il faut revenir au processus de départ pour retrouver des enseignements qu'on pourrait croire su et dépassés. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de tous les petits oiseaux?
ces fameux petits oiseaux qui obscurcissent le soleil quand ils s'envolent. C'est très surprenant parce que ces oiseaux, en fait, ils sont le symbole de nos pensées de bonne volonté. Ils sont le symbole de nos pensées positives par rapport au monde, par rapport à la société. Ils sont le symbole de tout ce qu'on voudrait qu'il aille mieux. Ils sont le symbole de nos projections, de nos desiderata pour qu'il y ait plus de justice, il y ait plus de paix sur Terre, il y ait plus de partage, plus d'écoute. Tout ce qu'on aurait envie pour que le monde aille mieux, toutes les pensées qu'on fait par rapport à ça. Ben, toutes ces pensées, ce sont ces petits oiseaux qui obscurcissent le soleil. Je sens en vous comme une lueur d'effroi. Ne me dis pas qu'il faut se débarrasser de ces pensées. Oui, c'est la proposition. On demande à Hercule d'aller éparpiller ses pensées parce que ça gêne. Mais ça gêne quoi? Ben, ça gêne l'accès au soleil. C'est tellement nombreux que ça fait un nuage qui est une espèce d'intermédiaire entre le soleil, la vérité, la lumière, l'amour et Hercule. Donc entre les deux, il y a ça. Mais enfin, on ne peut quand même pas dire que ces formes de pensée sont négatives. Ah non, non, je n'ai pas dit qu'elles étaient négatives. Ce sont des pensées positives, mais qu'il faut pourtant éloigner. Mais pourtant, elles ont leur utilité, elles sont parfaitement utiles. Et heureusement que pendant longtemps et qu'actuellement, on en fait. Parce que ces pensées, c'est avec elles que quand même on organise un certain nombre de sauvetages de l'humanité actuelle. C'est avec elles qu'on fait les restos du cœur, c'est avec elles qu'on fait preuve de bonne volonté, c'est avec elles qu'on organise tellement de mouvements pour changer la planète. C'est avec ces bonnes volontés-là. Oui, oui. Mais alors pourquoi faut-il les éloigner? Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes au 9e travail, pas au premier. Et que les 3 oiseaux sont là pour nous rappeler le chemin parcouru. Et au premier travail, on dit à Hercule, première chose à faire, enlever toutes les formes de pensée négatives. C'est ça qui pollue le plus l'humanité. Et chacun d'entre nous, dans notre quotidien, c'est pas la peine d'aller chercher des grands responsables politiques ou des grands responsables de guerre. Non, non, ils sont simplement le reflet de ce que chacun d'entre nous, nous vivons au quotidien dans nos formes de pensée négatives, quand on critique et quand on attaque telle ou telle personne. Premier travail. Mais si on avait dit à ce moment-là, et puis il faudra aussi enlever les formes de pensée positives. Oui, c'est inentendable, on ne peut pas comprendre. Mais on s'est avancé. Et là, dans ce 9e travail, comme je vous le disais au début, Hercule cherche à devenir un sage. Dans le travail d'après, dans le Capricorne, il va descendre aux enfers, délivrer Prométhée, donc il devient un maître de sagesse. Il est capable de descendre aux enfers et de remonter. Donc on est vraiment à un point très très élevé de l'évolution. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi finalement il faut pouvoir à un moment donné, quand on est prêt, écarter ces oiseaux de bonne volonté, écarter ces oiseaux positifs pour pouvoir retrouver l'énergie du soleil. Pourquoi? Lorsque nous nous efforçons d'avoir ce type de pensée, nous réagissons à ce que nous percevons dans le monde, nous réagissons donc à notre volonté d'amener un peu plus d'amour, de justice, de lumière dans le monde. Et à partir de là, nous cherchons, à partir de nous, à partir de nos propres pensées, à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que l'on connaît, à partir de ce qu'on a étudié, de ce qu'on entend, etc., de ce à quoi on a réfléchi, on essaye d'apporter des solutions. Mais oui, c'est à partir de nous. Ce sont des oiseaux qui naissent du marécage, même si c'est quelque chose de qualité. Ça ne vient pas d'en haut. Et là, on nous dit, mais si on veut vraiment apporter des solutions, et non pas des pansements, si on veut guérir l'humanité, et non pas simplement la soigner, il faut arriver à percevoir au-delà. Autrement dit, ces petits oiseaux, ce n'est pas du tout négatif, ces formes pensées de bonne volonté, mais c'est limitatif. À un moment donné, dans l'histoire d'évolution, on va dire, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment devenir un sage travaillant par rapport à l'humanité, il faut vous rendre compte que si vous en restez là, à simplement ce type de forme pensée de bonne volonté, vous dépannez l'humanité, vous empêchez que ça aggrave, vous la soignez, mais vous ne faites pas partie des gens qui apportent des vraies solutions d'en haut, parce que vous n'avez pas accès au soleil. Vos propres pensées vous coupent du soleil, vous n'y arrivez pas. D'où la nécessité d'arrêter à un moment donné de penser avec un A pour commencer à penser avec un E. Et nous, ce que nous faisons avec nos oiseaux de bonne volonté, c'est qu'on pense avec un A. Et encore une fois, bien que ce soit clair entre nous, c'est très bien. Mais on nous dit à un moment donné, au 9e travail, ne vous arrêtez pas là. Pour l'instant, vous avez fait avec ce que vous avez pu, avec votre bonne volonté, avec votre révolte, parce que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde, et ce que vous avez fait, c'est très bien, mais vous n'avez rien fondamentalement changé.
Donc il faut aller chercher maintenant qu'est-ce qui vient d'en haut. Si on regarde ça du point de vue du mental, on l'a vu souvent, mais c'est toujours intéressant de bien le redire. Le mental, on a vu que c'était un sens, c'est le 6e sens, une fonction qui perçoit des vibrations et qui les transforme en informations. Tout dépend de sur quoi il est branché. Comme un poste de radio. Quelle est sa longueur d'onde? Et nous avons vu que la plupart du temps, notre mental, depuis l'enfance, il est complètement branché sur les vibrations qui viennent des 5 sens. Ça veut dire que tout ce qu'on lit à l'école et plus tard, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit comme spectacle sur Internet, sur l'ordinateur, tout ce qu'on apprend d'une manière ou d'une autre, ça arrive par l'ouïe, la vue et les autres sens, eh bien tout ça, ça va provoquer des idées. Notre mental va les mettre en forme, on a une mémoire, etc. Et à partir de là, on va avoir effectivement des idées. Donc le mental est un producteur d'idées à partir de ces 5 sens. Premièrement. Et deuxièmement, surtout à partir de l'émotionnel, à partir de l'affectif, à partir du désir. C'est ce qui domine notre vie. Nous sommes avant tout des êtres affectifs, de désir et émotionnels. Et le mental, il capte les vibrations permanentes de l'émotionnel, de l'affect et du désir, et il traduit ça en pensée, en idées. Voilà pourquoi toutes nos idées, toutes nos théories, toutes nos philosophies sont tellement empreintes généralement donc d'affect, d'émotionnel et de désir. Qu'est-ce que c'est que nos pensées avec lesquelles nous cherchons à refaire le monde? Ce sont simplement des pensées qui sont issues de tout ce qu'on a appris par nos sens et de nos réactions au quotidien par l'affect, l'émotionnel et le désir. Et naturellement, ça tourne en rond. Nous fonctionnons tous en chaîne. Ça veut dire que les idées des autres, je les capte simplement par mes 5 sens, et à nouveau, par ces idées des autres, eh bien, j'en fais quelque chose, une appréciation. Et on a une espèce de cercle dans lequel on ne sort pas. Et on entend les commentateurs à la télévision, on entend les journalistes, on entend les hommes politiques, on entend des philosophes, on entend plein de gens. Et à partir de là, on a une opinion, et puis on aime, on n'aime pas, puis on fait notre propre pensée qui ressurgit, puis et voilà. Vous avez là 99,9% de la pensée mondiale. D'où une surproduction de pensées qui viennent d'en bas. Et donc ici, on a un nuage noir d'oiseaux. C'est ça les petits oiseaux. Les petits oiseaux, c'est une espèce de grand nuage sombre à l'intérieur du mental, produit par tout ça en permanence, et qui cache complètement l'âme au sein du mental plus haut. Le soleil, c'est l'âme. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que tout ce que nous pensons, avec la meilleure volonté du monde encore, ça nous empêche de percevoir ce qui est, ce qui doit être. Alors on pourrait se dire, mais quand même, toutes ces idées, c'est pour faire le bonheur de l'humanité, ça ne peut pas être mauvais. C'est pas mauvais, mais le but n'est peut-être pas non plus le bonheur de l'humanité, on n'est peut-être pas là pour ça. Ça peut être une étape importante, nécessaire, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Donc c'est vraiment comprendre que toutes ces idées, elles sont intéressantes, elles dépannent, elles pensent avec un A. Mais que si on veut vraiment arriver à aller beaucoup plus loin, il faut se remettre à penser beaucoup plus globalement. Il va donc falloir les dégager pour percevoir le monde de l'âme, puisque le mental est capable d'avoir une antenne dirigée et de pouvoir décoder l'âme. Voilà pourquoi tous ces oiseaux, à un moment donné, ça nous limite. On ne va pas plus loin. Et ça donne quoi? Ce qu'on lit en ce moment partout. Tout le monde est d'accord pour dire que dans notre société européenne ou aux États-Unis, toutes les théories anciennes concernant la politique, la démocratie, concernant l'économie, concernant le social, bref, concernant tout, tout le monde dit que maintenant, ça ne va plus du tout. On est complètement à côté de la plaque. C'était des systèmes qui marchaient peut-être bien il y a encore une cinquantaine d'années, mais maintenant, on est complètement à côté. Tous les paradigmes maintenant sont faux. On a fait le diagnostic. Le médecin est là. Tout est faux, il faut tout refaire. Très bien. Comment est-ce qu'on s'y prend? Quand on vous écoutez, la plupart des économistes, pour relancer la croissance, vous écoutez des hommes politiques, pour faire ceci ou pour faire cela, ils cherchent à penser avec un A. Ils disent, peut-être qu'on a essayé telle solution, telle solution, telle solution, il faudrait peut-être maintenant essayer autre chose. Mais il ne faut pas essayer autre chose. Il faut repenser le monde totalement différemment. Il faut repartir à zéro. Et pas à partir de nous, pas à partir de ce qu'on sait, mais à partir de l'âme que nous sommes. Il faut écouter, finalement, se dire, mais c'est quoi le but de l'humain? Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on instaure sur Terre? Et ne pas avoir peur de solutions ou de choses qui sont complètement apparemment utopiques parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais pour ça, il faut avoir le courage de faire ça. Et souvent, il y a beaucoup de gens, d'intellectuels et de philosophes qui disent et qui écrivent en disant « mais c'est incroyable, tout le monde sait que ce nuage noir, il mène à rien, mais on continue quand même.
Et dès qu'il y a des gens complètement utopistes, on les désigne du doigt, on dit oh, mais ça va bien, non, mais pas n'importe quoi quand même. Mais ça rime à quoi? Bon, alors on fait comment pour chasser ce nuage? Les cymbales. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons vu il y a 3 mois. Justement, dans le travail où il était question d'Hippolyte et des iones, du monstre, de notre capacité à transformer les choses. En parlant d'un son, puisqu'on est vraiment dans la puissance de la parole et la puissance du son et de la pensée, le son Om. Le son Om qui peut aussi s'écrire et se prononcer en 3 avec le Aum. On avait dit que le son Aum, je ne vais pas à nouveau rentrer dans les détails, c'est plutôt le son qui amène l'âme dans la forme. Ça incarne, ça descend les choses. Donc ce n'est pas le but recherché, donc ce n'est pas celui dont on se sert. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est le Om en 2 sons. Om. Nous avions vu également que ce son, il a plusieurs propriétés, mais en particulier, il en a une qui est très importante, c'est celle de purifier l'atmosphère intérieure. Et donc les cymbales d'Hercule, c'est le Om. C'est comme s'il prononçait d'une manière extraordinairement puissante le Om. Bien sûr, là on pourrait dire, c'est un son extérieur par rapport aux oiseaux extérieurs, oui. Mais n'oublions pas que, comme nous l'avons dit à chaque travail, Hercule et tous les personnages, et ce qui se passe à l'extérieur, il le vit à l'intérieur. Et donc, l'intérêt du son Om, c'est pas de le prononcer à voix haute, c'est de le prononcer intérieurement. Parce que c'est pour nous, c'est par rapport à ce que nous sommes, c'est une purification interne. Et donc l'intérêt, c'est d'arriver à le prononcer depuis l'âme que nous sommes. C'est l'âme qui prononce le Om, même si vous dites, mais moi je ne sais pas ce que c'est vraiment que l'âme, est-ce que je suis vraiment lumière, amour? Faites comme si, essayez d'imaginer le plus clarté possible, et depuis ce point, amenez le Om en vous. Comme si c'était quelque chose qui inondait progressivement le mental. Puis vous recommencez, puis ça inonde progressivement le corps émotionnel. On en a bien besoin. Puis ça inonde le corps physique, le corps d'énergie. Vous pouvez en faire 3, mais si vous sentez que ça fait du bien et que ça vous aide à éloigner les oiseaux, vous pouvez en faire 10, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de limitation. D'autant plus que quand on va à peu près bien, on s'aperçoit que ça dégage véritablement, mais que quand on a un gros oiseau émotionnel là, parce qu'on a un problème affectif ou relationnel avec quelqu'un, et que j'ai beau me poser dans ma méditation et ça me revient, oui, mais je vais lui dire, il m'a dit... Là, vous avez beau prononcer le Om, vous apercevrez que vous prononcez le Om tout en pensant à la personne, oh, oui, bon. C'est quand même pas magique à ce point, ça veut dire que quand on est complètement perturbé, c'est vrai que... Mais par contre, quand on est relativement calme, c'est vraiment quelque chose qui chasse les oiseaux. C'est vraiment donc un son d'épuration extraordinaire, et c'est le travail avec les cymbales d'Hercule. Ce son harmonieux, ce son puissant, ce son plein, ce son qui véritablement vient de l'intérieur, vient de l'âme, ça vient d'Athéna, hein, les symboles, et qui amène comme ça donc à chasser. Vous voyez, il n'est pas question de les tuer, hein, parce qu'elles ne sont pas négatives. Il s'agit simplement de dégager l'atmosphère, donner la possibilité de contacter directement la vérité, le soleil. C'est ça qui devient important. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les oiseaux sont partis. Le croassement de tous ces oiseaux, qui envahissaient le lac, tout s'est tu. Et on arrive d'un seul coup à un moment de silence. Et Hercule vit ce moment de silence. Le silence, ça va être un des éléments fondamentaux de ce travail. D'ailleurs, pour rester dans la langue des oiseaux, on dit toujours que le signe du Sagittaire, c'est le signe du Sagittsautaire. C'est le signe où on doit tous se confronter au silence. Ce qui n'est pas facile dans une période de fête, où le silence n'est pas forcément là. Et il faut se confronter à la lumière intérieure, ce qui n'est pas facile au moment où toutes les lumières extérieures sont tellement présentes. C'est comme si on pouvait oublier à chaque fois l'intérieur dans lequel nous sommes confrontés. Et pourtant, nous approchons le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, et par conséquent, l'invitation, c'est de s'intérioriser au mieux avant de repartir ensuite, donc, l'année prochaine. Et ce travail, c'est une confrontation au silence. Mais pour bien comprendre le silence, il faut se rendre compte qu'il y a une grande différence entre faire silence et entrer dans le silence. Et que vous ne pouvez pas entrer dans le silence si vous ne faites pas d'abord le silence. En effet, le silence, ça n'est pas du tout se taire. Ça n'est pas du tout un moment où on ne dit rien. Ça n'est pas du tout un moment où il y a de bruit. Le véritable silence, il peut véritablement y avoir beaucoup de bruit à l'extérieur.
On verra tout à l'heure qu'on peut même peut-être parler, même pendant ce temps-là. Non, non, c'est pas du tout ça. Le véritable silence, c'est tout simplement rejoindre une matrice fondamentale, la matrice universelle. En effet, quand on rejoint les zones subtiles de l'univers, il y a deux choses qui nous apparaissent. C'est le silence des espaces infinis et l'obscurité. Et en ésotérisme, on dit, mais pourtant l'univers, c'est une gigantesque lumière. Tout est lumière. Si vous aviez les yeux pour le voir, vous ne verriez qu'une immense lumière partout, que des courants lumineux partout. Et si vous pouviez l'entendre, vous entendriez partout des sons fondateurs. L'univers est né d'une lumière qui a donné naissance à un son, et de là, tout est né. Mais on n'arrive pas à le percevoir parce que pour l'instant, nous sommes tellement branchés simplement avec nos cinq sens sur ce qui est concret, apparent. Et donc, pour nous, ça n'existe pas. L'espace est sombre et le silence est vide. Exactement l'inverse de ce que c'est. Rejoindre le silence, c'est rejoindre une vie pleine. Une vie sur laquelle tout s'inscrit. Tous les fondamentaux s'inscrivent sur le silence. Entrer dans le silence, c'est véritablement réussir à tendre nos oreilles intérieures ou tout notre être intérieur vers ce qui se dit fondamentalement. Même si apparemment, on n'entend rien. Même si apparemment, c'est vide. Mais c'est étonnamment plein. Mais pour y arriver, encore faut-il établir le silence. Il faut d'abord faire un silence sur nos trois corps, et c'est ce que fait Hercule avec les cymbales. Il établit le silence. Sinon, on ne peut pas y arriver. Par exemple, nous, quand on commence la méditation, on fait silence. Ça veut dire que le silence, ce n'est pas simplement, encore une fois, au niveau des idéaux de la parole, c'est nos trois corps. Faire silence, c'est déjà se poser. On ne se rend pas compte souvent, quelquefois, à quel point, quand on bouge partout, même si on bouge à peu près silencieux, on fait du bruit. On ne fait pas silence. Donc c'est pour ça que quand on médite, on s'assoit. On calme complètement le corps, les énergies. On ne s'assoit pas au bord de la chaise, prêt à partir parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je pose mes énergies. Je fais silence avec mes énergies. Au niveau émotionnel, là aussi, si je suis un petit peu bouleversé, je cherche à faire le silence. Le home va servir à ce moment-là, à faire sur le silence émotionnel. Les oiseaux passent. Il y en a encore quelques-uns, tout le temps. Mais je n'y prête pas attention. Si je commence à dire « Ah, un oiseau !» c'est foutu. Non, non, laissez-les passer, observez. Il y a des idées qui vont passer également. Je les calme, là aussi avec le home, progressivement. Je sens que le flot d'idées, il diminue. Le flot d'oiseaux, il diminue. Il y en a encore quelques-uns qui passent comme ça, mais c'est pas grave. Je n'y prête pas attention jusqu'au moment où j'arrive vraiment à faire quelque peu le silence en moi. Alors quand j'arrive à faire ce silence en moi, il va pouvoir se passer quelque chose d'autre. Là, je peux rentrer complètement dans le silence. Je rentre dans ce plein. Je rentre dans cette matrice, je rentre complètement dans cette vie intense, à la recherche de ce qui est dit. C'est comme si à ce moment-là, je réussissais à monter mon niveau vibratoire. Parce que pour rentrer dans le silence, il n'est pas du tout question de se laisser aller. Ce n'est pas un moment de pause. Si je me pose dans le silence, j'ai rien. Se poser, c'est simplement faire silence. C'est le préalable. Et une fois que je me suis posé et que j'ai fait silence, j'entre dans le silence en augmentant mon niveau vibratoire. Je sens que de plus en plus, je me mets au diapason, au niveau de choses inconnues, de lois fondamentales, d'idées que je ne sais pas, d'êtres qui peuvent nous aider. C'est chercher vraiment à se mettre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester longtemps dans le silence. C'est fatigant parce que ça demande réellement une tension. Pour essayer d'avoir tout l'être tendu comme ça vers ce silence, vers ce plein. Et après, je peux essayer de garder aussi cette attitude dans mon quotidien. Attention, le silence, ça n'est pas le mutisme. Ça n'est pas faire silence apparent, ne rien dire. Ah non, pas du tout. Le silence, c'est véritablement quelque chose qui est une ouverture à la révélation. Alors que le mutisme, c'est une fermeture à la révélation. Je ne dis rien, je ne veux rien entendre. Le silence, c'est véritablement ouvrir un passage vers l'essentiel. Le mutisme, c'est fermer ce passage. Le silence, c'est l'apanage du cœur. Le mutisme est toujours très lourd de non-dits. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas plus bruyant qu'une minute de silence ?
C'est comme si on entendait ce que chacun pense, ce que chacun ressent. Surtout quand il y a des émotions, parce qu'on fait une minute du silence en mémoire d'un événement tragique. C'est étonnamment bruyant, une minute de silence. Parce que tout le monde est là en train de penser, de faire acte de mémoire, etc. On n'entre pas du tout dans le silence. On essaye de faire un silence extérieur, mais en fait c'est l'occasion pour chacun de faire beaucoup de bruit en écho à l'événement pour lequel on fait une minute de silence. Donc ça n'est pas le mutisme, c'est pas se taire, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de ne pas confondre ces deux aspects. Mais que l'un est indispensable à l'autre. Mais faut-il s'isoler pour pouvoir rentrer vraiment dans le silence? Ah, c'est sûr que la méditation est peut-être le meilleur moyen. Prendre vraiment un moment dans lequel on fait silence pour pouvoir entrer dans le silence, c'est effectivement quelque chose qui est plus facile. Mais on peut pouvoir garder le silence dans le quotidien. Certains textes disent « Arrangez-vous pour que personne ne s'aperçoive que vous êtes dans le silence. Menez votre vie comme d'habitude. Parlez avec les gens comme d'habitude. Et faites preuve de la qualité qu'on appelle d'ubiquité. » Vous savez que l'ubiquité, c'est la capacité qu'on a à être dans deux endroits en même temps. La particule au niveau quantique peut faire ça. Bon, nous, pas encore. Mais physiquement. Par contre, vous voyez, au lieu de dire ça dans l'espace, on peut le faire en conscience. On peut être dans deux états de conscience en même temps. Il y a une partie de nous qui peut être capable vraiment d'être branchée sur ce silence, d'être à l'écoute d'un certain niveau vibratoire, pendant qu'une autre partie de nous parle tout simplement de la météo et de la pollution qu'il peut y avoir ces temps-ci. Pas de problème. Et donc ce qu'on va dire là, et le bruit qu'on va faire par rapport à ça, qui fait qu'on participe complètement à la vie de tous les jours, peut ne pas du tout gêner l'attention particulière et silencieuse que l'on a vers quelque chose qu'on peut recevoir. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas ou l'un ou l'autre. On peut avoir les deux. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile du tout. Mais ça fonctionne. C'est sûr que quand vous commencez à vous asseoir, ne serait-ce que dans la méditation, et que vous cherchez à faire le silence, avant d'entrer dans le silence, si ça ne vous arrive pas souvent de vous asseoir pour faire le silence, d'un seul coup, vous avez tout le courrier en retard qui débarque. Alors là, il y en a. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Et puis il y a ça, parce que nos pensées qui sont toujours un peu à l'extérieur, et profitent qu'en face on fasse silence pour nous assaillir. Et puis alors, ah oui, il faut que je téléphone à et puis j'ai dit que je ferais ça. Généralement, quand vous faites ça, il est conseillé d'avoir un papier pour noter à côté de soi tous ces oiseaux qui nous perturbent, de manière à ce que, ça y est, c'est noté, ils partent. Et si vous le faites assez souvent et régulièrement, c'est pas le courrier en retard qu'on a, c'est le courrier urgent. C'est celui d'hier, c'est celui qui fait que, effectivement, on a été touché par telle ou telle personne. Ou bien on est touché par nos rêveries, ou bien on est touché par les avis que l'on peut avoir face à telle situation dans le monde. Bref, les oiseaux ne manquent pas. C'est pour ça que vous voyez, c'est tellement important d'arriver par le home à pouvoir faire silence, une certaine qualité de silence, même s'il vous reste des oiseaux, ils obscurcissent plus le soleil. Ce qui est important là-dedans, vous voyez, c'est l'intention. C'est se rendre compte combien nous sommes prisonniers de notre monde de pensée. On ne s'en rend pas compte du tout combien on est dans un marécage. On est complètement prisonnier de notre monde de pensée et qu'il faut pouvoir justement le dégager pour que d'autres choses puissent arriver. Nous sommes des obsédés sans s'en rendre compte. On croit qu'on est tout à fait sain d'esprit, alors qu'en fait on ne fait que radoter toujours à peu près les mêmes histoires et les mêmes choses, en pensant qu'on rend service à l'humanité en les disant. C'est pour ça que quand on note ça, il faut prendre de plus en plus justement de moments de silence. C'est ce que fait Hercule. Il rentre dans le silence, il est de plus en plus dans le silence, et à ce moment-là, il va devenir un sage. Il rentre dans quelque chose de tout à fait autre. Le soleil, enfin, est dégagé. Ça y est, il a compris. Hercule, il avait plein de petits oiseaux. Vous vous rendez compte avec tout ce qu'il a fait pour la Grèce? Tous les travaux qu'il a fait. Il avait donc plein de solutions pour ses contemporains. Il devait dire, ah mais pour aider les Grecs, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, pour aider le monde. Et là on lui dit, stop Hercule, c'est bien, tu as fait des belles choses, mais arrête. Maintenant, pour la suite, arrête de poser des pansements, maintenant il va falloir penser le monde supérieurement. En termes de solutions, et non plus simplement en termes de choses que tu pourrais faire pour aider. Alors là, il va rentrer dans un monde tout à fait étonnant qu'on appelle le monde de l'intuition. On devient un sage parce que, en s'élevant progressivement, en se laissant imprégner
par le silence, c'est comme si en nous se déposaient des graines d'unité qui vont germer. En se laissant progressivement imprégner, en se laissant progressivement transformer, on va aller dans ce que disait l'instructeur d'Hercule, dans la petite lumière qui est au-delà du mental. C'est même au-delà de l'âme elle-même. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est quelque chose qui n'est pas facile à définir. Parce que nous, l'intuition, au quotidien, on connaît. C'est simplement une sensation on a deviné ce que l'autre allait dire, ou qu'il allait venir, ou qu'il allait se passer ceci ou cela. C'est simplement une grande qualité de notre sensibilité, l'intuition au quotidien. Mais il existe une intuition supérieure, l'apanage de tous les sages, à laquelle on ne peut aboutir qu'une fois qu'on a réussi à aller dans le mental, dépasser le mental. C'est l'apanage, par exemple, de très hauts scientifiques. C'est toujours très intéressant de voir que lorsqu'on interroge un scientifique qui a fait des découvertes fondamentales, et quand on leur demande, mais comment vous vous y prenez pour découvrir ça? Ils disent tous, c'est quand même frappant, ils disent, mais c'est un énorme boulot mental de recherche abstraite. Et généralement, j'en ai vu même qui donnaient des pourcentages. Ils disaient c'est à peu près 80% de boulot mental et 20% d'intuition. Mais ils sont incapables d'expliquer cette intuition. Ils savent que, comme s'ils montaient sur la pointe des pieds du mental et qu'au bout, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et d'un seul coup, quelque chose vient. Une espèce de certitude, un eureka. Quelque chose qui dit, mais ça y est, je sais. Et que ça leur apparaît, la solution leur apparaît dans son entièreté, globalement, comme un flash. Ils savent. Mais certains disent, entre le moment où j'ai su, entre le moment où j'ai vu, au moment où je suis devenu ça, et le moment où j'ai pu l'expliquer et le démontrer mentalement, il s'est écoulé plusieurs mois. Parce que notre mental n'est pas forcément habilité toujours, même s'il est performant, à pouvoir interpréter directement ces éclairs d'intuition. Mais en même temps, l'éclair d'intuition est vraiment quelque chose qui les incite à aller plus loin, à être justement dans la persévérance. Parce qu'ils savent que c'est ça, parce qu'ils l'ont vécu, et que rien ne peut leur faire douter de ce qu'ils viennent de vivre. Alors on pourrait dire, mais nous, est-ce qu'on peut avoir des éclairs d'intuition? Ça peut nous arriver. C'est pas facile, hein. Mais ça peut nous arriver, et surtout, ne l'écartons pas. N'oublions surtout pas que nul n'est à l'abri d'un succès. Hein? Donc voilà. Et donc, quelquefois, ça peut arriver. Ce sont des moments, ça ne peut nous arriver que dans des moments comme ça de petits éclairs. Ce sont des moments où d'un seul coup, par rapport à telle ou telle chose, ça nous apparaît comme une espèce d'évidence. C'est un vécu. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose que nous vivons profondément et qui s'impose complètement. Mais vraiment avec une puissance qui est assez bouleversante. Et c'est pas quelque chose qu'on peut d'un seul coup expliquer. Non, non. C'est vraiment quelque chose que l'on vit. En fait, l'intuition est quelque chose qui est supérieur au mental, parce que le mental nous fait approcher tout ce que nous voulons, mais ne nous fait jamais devenir ce que nous étudions. Le mental a toujours une distance. J'étudie quelque chose. Je ne deviens donc jamais ce quelque chose. L'intuition, c'est le moment où je le deviens. Donc, avec le mental, je peux comprendre des idées jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, si je dois devenir l'idée, c'est l'intuition. Et ce moment-là, c'est un moment d'identification complète. C'est un moment d'unité complète. Je deviens ça. Ça dure un millième de seconde. Et dans ce millième de seconde, je sais. Intimement, je sais. C'est quelque chose qui est né du silence. C'est pas du tout quelque chose qui est né d'un traficotage mental. C'est ça. Vous allez me dire, ah mais moi j'ai souvent des intuitions comme ça. Oui, mais au niveau émotionnel. Tout à fait en bas, où on dit, ah j'ai une idée, ah j'ai ceci, ah j'ai cela. Ce ne sont pas des connaissances parfaites, ce ne sont pas des connaissances totales. Oui, mais comment est-ce qu'on peut distinguer si on est dans la vraie intuition ou dans l'intuition émotionnelle? Oh, il y a un système bien simple. Est-ce que tous les oiseaux sont partis? Si je suis dans l'intuition émotionnelle, je vais m'apercevoir que beaucoup d'oiseaux sont encore là. Parce que dès que j'ai eu mon intuition émotionnelle, alors l'idée que je viens d'avoir, là, qui est très intuitive, eh bien, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais organiser ceci, je vais faire ça. Et hop là, toutes mes petites idées, ça a simplement nourri mes oiseaux. C'est comme si je viens de lancer un paquet de graines, petit, petit, petit. Et aussitôt, tous les oiseaux sont de retour. Et je relance mon activité mentale habituelle.
Non, quand j'ai une véritable intuition, le ciel reste dégagé complètement. Je suis plus interloqué. Oh. Est-ce que je vais pouvoir tout de suite expliquer quoi que ce soit? Ah non, ah non. Je ne vais pas pouvoir en dire quoi que ce soit. Quelquefois même, j'ai l'impression de... Est-ce que j'ai bien saisi? Je vais chercher à y revenir. Mais souvent, comme je vais chercher à y revenir par le même chemin, ça ne marchera pas. Donc je serai un petit peu déçu. Mais un jour, peut-être, j'y reviendrai. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer, ce n'est pas quelque chose que je peux immédiatement exploiter. Je suis devenu cela. Je suis monté. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on est dans le mental, souvent on cherche à faire descendre les idées. Là, je suis monté, rejoindre l'idée elle-même. Et là, je suis un sage. Voilà pourquoi les sages, lorsqu'ils ont justement quelques éclairs d'intuition, ils n'en disent rien. Le premier effet que ça a sur eux, c'est un rayonnement. Parce que je viens de vivre quelque chose, ça m'habite complètement et ça s'impose dans ma vie. C'est là, je le vis. Voilà ce que c'est. Je viens entièrement de vivre ça. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Tout de suite, rien. Puis pourquoi faire? Pour dire que j'ai vécu ça? Pour écrire un livre? Retour des petits oiseaux? C'est vraiment par ma vie, par mon rayonnement, d'abord que je dois témoigner de cela. Et puis au fur et à mesure, lorsque je me serai habitué à cela, lorsque peut-être je serai retourné plusieurs fois dans cette intuition, peut-être je pourrai en dire quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, si c'est utile. Mais pas une explication, juste peut-être une indication pour qu'il puisse lui-même rejoindre peut-être cet état-là. Pas quelque chose qui le formate, mais quelque chose qui le fasse sortir de là où il est pour l'amener progressivement à rejoindre ce que j'ai perçu moi-même. Et si nous pouvions tous, justement, à travers le silence, progressivement, capter comme ça des bribes d'intuition, qui font que progressivement nous rejoignons ce qui est véritablement à faire. Alors, les nouveaux paradigmes qui sont utiles par rapport au monde, là, on va les avoir. Ça va nous transformer, nous, réellement, complètement. Et cette transformation, on va la mettre en place dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres. Et c'est là que la transformation du monde, elle commence. Soyons chacun une pièce de puzzle de sagesse. Soyons chacun une pièce de puzzle d'intuition. Vivons-la. Et en mettant ces bribes de vie ensemble, quelque chose d'essentiel va pouvoir se dégager. Voilà pourquoi on comprend le titre de ce soir. Tais-toi et parle. C'est seulement lorsqu'on a réussi à se taire suffisamment longtemps qu'on peut véritablement aller vers l'intuition, vivre quelque chose, et puis peut-être parler. Il est nécessaire d'écouter le silence, de ne rien en dire, pour ensuite pouvoir parler vrai. La parole ne prend son sens qu'à travers ce silence. Voilà pourquoi quelquefois, vous voyez, quand on est un peu surpris, quand on entend des sages parler, ils ne donnent jamais de solution par rapport au monde. Ce ne sont pas des oiseaux, ils ne nous disent jamais faites ceci, faites cela. Ils nous donnent toujours l'indication au point où chacun de nous, nous en sommes, et que nous pouvons faire nôtre de manière à aller chercher par nous-mêmes ce que eux, ils essayent peut-être de nous faire comprendre. Et si nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer le silence, à rentrer dans cette sagesse, eh bien, nous participons à l'évolution du monde. Voilà ce que nous dit ce 9e travail d'Hercule. Quand on en arrive au moment où nous sommes ce qu'on pourrait appeler les serviteurs du monde, quand on est véritablement embarqué, quand dans ce 3e travail d'automne, on se dit, voilà, on a choisi dans notre vie de faire évoluer les choses et la planète, alors on nous dit, faites silence. La planète n'a pas besoin de toutes vos solutions, de toutes vos pensées, de tous vos commentaires. La planète n'a pas besoin de tout ce flot d'idées, il y en a tellement partout, on est envahi, les ondes sont envahies de toutes sortes d'idées, ça n'arrête pas. Mais on manque cruellement de personnes qui écoutent le silence. Donc si nous pouvions être de plus en plus nombreux à prendre des moments de silence dans notre vie, dans notre quotidien, apprendre déjà à faire le silence pour pouvoir entrer dans le silence, alors c'est certainement une des meilleures méthodes de pouvoir aider la planète actuellement. Voilà donc comment se termine pour nous ce travail d'Hercule, puisque juste après, on retrouve les travaux que nous avons vus au tout début, comment on peut s'engager encore plus en tant que sage, en tant qu'initié, dans les travaux
la purification du monde, etc. Et c'est finalement à chaque fois notre travail tel que nous pouvons le faire. Peut-être que l'année prochaine, à travers le nouveau thème, les défis de l'humanité, ça sera intéressant de continuer de cette manière-là. Comment, dans le silence, nous allons pouvoir peut-être trouver de nouvelles façons de penser et de répondre aux défis de l'humanité tels qu'ils sont posés actuellement, en évitant le plus soigneusement les yakas, faucons, il est nécessaire de combattons. Non. De quoi est-il vraiment question? Ça nous demandera d'aller tous ensemble écouter dans le silence. Je vous propose une méditation là-dessus.